Bonjour les amis, bienvenue dans cette seconde séance de Anyone Can Scale. Comme vous l'avez vu dans la séance précédente, la qualité de l'équipe est évidemment importante, mais pas suffisante. Ce qui compte, c'est de créer un contexte dans lequel cette équipe va donner le meilleur d'elle-même. Une leçon que j'ai apprise à The Family, c'est que la meilleure façon d'être sûr que le contexte est adapté à la taille d'une équipe, c'est de tout simplement reset à zéro l'ensemble des process et des démarches à chaque fois que votre équipe double de taille. Alors vous avez une organisation à 2, une organisation à 4, une organisation à 8, une organisation à 16, 32, 64, 128, etc. Vous avez compris. C'est un sujet dont je vous ai déjà parlé dans les séances précédentes. Ce qui va m'intéresser là, c'est de se poser la question en quoi ce doublement change et impacte ce qui se passe dans une équipe. Grosso modo, les changements de taille d'équipe sont des balades de santé jusqu'à 25-30 personnes. C'est le moment lune de miel de la croissance des équipes. D'ailleurs, de 25 à 30 personnes, j'ai remarqué un phénomène que j'appelle l'illusion de management et l'illusion de scale. Comme vous passez de 2 personnes à 30 personnes, vous avez l'impression d'être super bon en gestion d'équipe. Je l'ai vu de nombreuses fois à The Family où des entrepreneurs en office hour m'ont dit des phrases un peu provocantes du type « Je comprends pas pourquoi tout le monde dit que le management c'est si dur, on est 25, ça se passe super bien ». Alors pourquoi passer 30 personnes, il se passe quelque chose d'intéressant? 30 personnes, c'est le premier seuil de difficulté humain, puisque c'est le premier seuil à partir duquel vous ne pouvez plus savoir ce que tout le monde fait. À partir de 30 personnes, vous avez tout simplement pas assez de temps pour savoir ce que tout le monde fait. Et puisque vous n'avez plus assez de temps, vous devez faire confiance à la structure plutôt qu'à votre personne. Et là commence le premier niveau d'angoisse. Le premier niveau d'angoisse de la plupart des entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs sont devenus des entrepreneurs parce qu'ils étaient des doueurs. Ils sont capables de faire des choses et donc ils sont capables de réaliser des choses. Et cette réalisation et cette action, cette démiurgie, cette volonté créatrice capable de faire des choses et de les rendre concrètes devient un obstacle à partir du moment où il ne faut plus faire des choses, mais savoir si les choses ont été faites. Et évidemment, ce switch, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'on doit faire confiance, on doit accepter de ne pas être en contrôle. Évidemment, ce premier seuil de chaos est aussi un challenge de communication. Lorsqu'on passe de 10 à 50 personnes, il faut apprendre à communiquer à l'écrit. Et plus tôt vous le ferez, et mieux vous vous porterez. Le meilleur conseil que je vous ai déjà donné, c'est d'écrire le plus possible. Et je vais le répéter à nouveau, vous devez apprendre à manager les gens par écrit. Vous devez pouvoir apprendre à communiquer clairement la vision, la stratégie à l'écrit. Ce seuil de 50 personnes implique aussi en France souvent des problématiques légales, comité d'entreprise, etc. Ce n'est pas le sujet de coup d'État de venir dedans. Par contre, je vais essayer de vous donner un conseil structurant. Si vous faites une boîte scalable en France, ne prenez pas ces dispositifs comme vos ennemis. Essayez d'en tirer le meilleur et le maximum. Que vous le vouliez ou pas, que vous ralliez ou pas, ces dispositifs sont là. Et ces dispositifs dans une start-up peuvent être bien meilleurs que dans une entreprise classique. La paix sociale dans une start-up est en général meilleure que dans une entreprise classique. Donc profitez du seuil de 50 salariés pour mettre en place des dispositifs de perks, des avantages, des formations. Essayez de profiter de tout ce système. Je vous conseille même de nommer une personne dédiée à ça dès 50 personnes, qui permet de créer une harmonie sociale et un dialogue social à la hauteur de vos ambitions. Ensuite commence un autre seuil, c'est le seuil de la centaine de personnes. Ce qui est intéressant à la centaine de personnes, c'est que maintenant, non seulement vous ne pouvez plus savoir ce que tout le monde fait, mais maintenant vous ne pouvez plus connaître tout le monde. 99 personnes, c'est à peu près le nombre de personnes max que vous pouvez avoir dans votre entourage et connaître intimement, plus ou moins intimement. À partir de 100 personnes, des personnes vont vous considérer comme un inconnu. Et là commence un triple challenge du scale de l'équipe. Challenge numéro 1, ne pas devenir Mickey Mouse. Challenge numéro 2, ne pas laisser la politique et les barons venir complètement détruire votre boîte. Challenge numéro 3, réussir
à garder la cohésion et une culture d'équipe unique. Grosso modo, à 100 personnes, vous allez avoir un étage intermédiaire. Cet étage intermédiaire va créer un phénomène de starification. Comme les gens vous fréquenteront moins, vous allez être plus distant en tant que fondateur et les gens vont commencer à vous attribuer des rumeurs, des super pouvoirs, des bonnes choses et des mauvaises choses. Si l'entreprise va bien, vous allez être auréolé de magie. Si l'entreprise va mal, vous allez être dans une tombe et tout le monde va la creuser les uns après les autres. Mais les deux sont une illusion. La vérité, c'est qu'à ce stade-là, ce que vous avez en contrôle en tant que CEO n'est plus à 100%. La réussite de votre entreprise maintenant passe autant par les éléments extérieurs et à quel point les éléments extérieurs vont favoriser ou défavoriser votre entreprise parce que vous commencez à être à une taille où vous ne pouvez plus être résistant aux éléments extérieurs. Si vous êtes une petite équipe de 2 personnes et que le marché de l'édition est en récession, vous n'en avez rien à faire. À 2, vous pouvez faire mieux que le marché. Si vous êtes une boîte de 3000 personnes dans l'édition et que le marché de l'édition est en récession, vous le prenez en pleine face parce que vous êtes à une taille où vous ne pouvez pas être contre-cyclique avec le marché. 100 personnes, c'est le moment où on commence à être à la taille de marché et on commence à subir les phénomènes de marché. En plus, vous allez être dépendant de la performance collective. Est-ce que les gens sont alignés? Est-ce que les gens ont les idées au clair? Est-ce que les gens réalisent ce qu'ils doivent réaliser et avancent dans le sens où ils doivent avancer? Et tout ceci va se faire avec des gens qui sont de plus en plus distants avec vous. Vous devez absolument essayer de réduire ce gap. Alors comment on fait? On fait des town halls avec toute l'équipe et on laisse tout le monde pouvoir poser des questions. On fait du walking management. On va rencontrer les stagiaires, on va rencontrer les nouveaux et on passe du temps de travail avec tout le monde. Vous devez essayer de créer et de résister à ce phénomène le plus longtemps possible et surtout, ne pas croire aux histoires qu'on raconte sur vous. Si les gens vous trouvent super fort, faut pas y croire. Si les gens vous trouvent super nul, faut pas y croire. Il faut réussir à développer votre propre évaluation de vous-même, sinon vous allez devenir Mickey Mouse. C'est qui Mickey Mouse? C'est le personnage avec qui tout le monde veut faire une photo, mais tout le monde s'en fout de sa vie. Et vous ne voulez pas devenir le Mickey Mouse de votre entreprise. Vous ne voulez pas devenir une figure légendaire sur laquelle tout le monde se réfère, mais que personne ne connaît vraiment. Vous ne voulez pas être incapable de pouvoir dire quelque chose. Vous avez remarqué que Mickey Mouse ne pouvait pas parler. Il disait que des « Et évidemment, vous ne voulez pas être un Mickey Mouse parce que vous ne voulez pas être isolé. L'isolement est l'un des risques du scale. Et l'isolement autour d'une cour de personnes crée le risque numéro 2, qui est le risque de l'émergence de la politique. Alors, soyons très clairs. La politique, c'est quelque chose de naturel. Supprimer la politique et ne pas avoir de politique, c'est impossible. J'ai une associée, Alice Zaguri, qui, dans 25 vidéos sur YouTube, elle dit « Il n'y a pas de politique à The Family, notre but c'est de supprimer la politique, dans une bonne boîte, il n'y a pas de politique. » Et à chaque fois que je l'entends dire ça, ça me fait rire. Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce qu'elle essaie d'y croire. Il faut laisser les entrepreneurs croire à leur propre méthode Coué. C'est important de déclarer des choses qui ne sont pas forcément vraies pour pouvoir essayer de les rendre un peu plus vraies. Ce que Alice, en fait, essaie de dire, c'est beaucoup moins spectaculaire, c'est qu'à The Family, on fait des efforts considérables pour limiter la politique. Mais la politique est naturelle parce que pensez à un enfant de 4 ans qui sait qu'il vaut mieux demander l'heure du coucher à papa plutôt que maman parce que papa est moins sévère que maman. Ça, c'est inscrit naturellement dans nos gènes. Il n'y a pas de raison que 20 ans plus tard, quand on bosse et qu'on est dans une entreprise, on oublie tous ces réflexes appris enfant et on oublie cette vocation qu'on a tous à essayer d'obtenir le meilleur pour nous-mêmes. Et la politique est très tentante dans une organisation qui scale parce que tout simplement, vous êtes loin de l'œil du cyclone, vous êtes loin du patron et vous pouvez en faire qu'à votre tête. Alors la politique est un danger comme une opportunité. La bonne politique est favorable à votre entreprise parce que c'est la bonne politique qui amènera les gens à se dépasser et à faire des choses alors qu'ils ne l'auraient pas fait naturellement. Par contre, la mauvaise politique, c'est quand des gens développent des petites baronnies, des petits royaumes, des petits comtés qui deviennent incroyablement toxiques pour le reste de l'entreprise. Vous ne pouvez pas accepter la dissidence culturelle au sein de votre entreprise. Et la dissidence culturelle est très tentante.
Les développeurs ont envie de vivre la nuit, les commerciaux ont envie d'écouter personne, les commerciaux ont envie de vendre des trucs qui n'existent pas, les développeurs n'ont pas envie de développer ce que les commerciaux ont vendu. Et petit à petit, chacun avance ses pions. Alors la bonne façon de lutter contre ça, quand ça scale, c'est tout simplement d'essayer de reset les pouvoirs et la politique et l'influence à chaque fois que l'entreprise double de taille. Et à 100 personnes, essayez de faire extrêmement attention à qui a de l'influence, essayez de la mesurer et de se la représenter et de discuter avec chacune de ces personnes de l'alignement de cette influence. Une des règles, c'est que le scale nécessite du consensus, le scale nécessite de l'alignement et le scale nécessite d'avoir un leadership, de l'engagement. Si vous pensez pouvoir être un dictateur qui donne des ordres et tout le monde vous écoute parce que vous avez un ballon sur lequel il y a marqué CEO, vous allez très vite vous rendre compte que ça ne fonctionne pas comme ça, surtout dans un milieu où les gens sont intelligents. Non, vous avez besoin de communication, d'alignement, d'espoir, de vision et le fait que les gens marchent naturellement dans le même sens. Alors évidemment, le seuil d'après, 200 personnes, 400 personnes, représente le même lot de complexité at scale. Ce qui se passe, c'est que plus vous grossissez et plus chacun des challenges dont j'ai parlé devient deep et important. Écrire devient de plus en plus critique, être capable d'être clair devient essentiel et chacun de ces doublements sont un moment où votre boîte peut arrêter de croître. La menace numéro 1 du scale, c'est le fait que les équipes grossissent trop vite. Une des règles pour éviter que les doublements d'équipes coûtent trop cher à l'entreprise, c'est d'essayer de ne pas les faire trop rapidement. Faites attention à la tentation de la croissance trop rapide d'équipe. Si vous arrivez à réduire le rythme de recrutement, vous augmentez la cohésion et vous augmentez l'intégration culturelle des gens. Dans la prochaine séance, on va voir comment intégrer correctement les gens dans l'équipe et comment faire en sorte de créer le meilleur process pour que l'intégration soit une partie intégrante de votre dispositif de scale. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous retrouve très vite sur Coup d'État Anyone Can Scale.